Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, élection présidentielle en République démocratique du Congo. Constant Mutamba, candidat au scrutin du 20 décembre prochain. Focus sur le candidat du Parti dynamique progressiste révolutionnaire qui se présente comme le candidat de la rupture. Au Burkina Faso, la question de la préservation de l'environnement est plus que jamais d'actualité. Le pays enclavé du Sahel dispose de ressources naturelles limitées et la déforestation et la désertification gagnent du terrain. Le Burkina Faso a perdu près de la moitié de ses forêts entre 1992 et 2014. Et puis, persistance des conflits intercommunautaires au Tchad, conflits entre éleveurs et agriculteurs sous fond de crise climatique. Aucune région du pays n'est épargnée. Plus que quelques semaines avant le scrutin présidentiel du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo, les candidats battent campagne et redoublent d'efforts pour convaincre leur électorat. C'est le cas de Constant Mutamba, candidat du parti DIPRO. Avec son slogan « Rupture 2023 », ce dernier promet de mettre en place des mesures ambitieuses pour son pays. Portrait signé Philomène Tine. Candidat numéro 2 au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, RDC, coordonnateur du groupement politique dynamique progressiste révolutionnaire, Constant Mutamba, 35 ans, est le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle congolaise de 2023. Avocat au barreau de Kinshasa, Constant Mutamba se présente comme le candidat de la rupture. Il se dit être réellement la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. Nous voulons rompre, une fois élu président de la République, avec les vieux et anciens visages du passé, avec les mauvaises pratiques des gestions actuelles, avec les mêmes idées, avec les mêmes projets, avec les mêmes noms. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Avec un programme de société qui s'articule autour du terme rupture, Constant Mutamba souhaite incarner un changement potentiellement significatif pour la RDC en offrant aux citoyens une alternative politique claire. Les réformes institutionnelles qu'il ambitionne de mettre en place sont notamment ramener la présidentielle à 2 tours, limiter le nombre de mandats présidentiels à 1 et les faire passer de 5 à 8 ans non renouvelables, supprimer le poste de Premier ministre et le Sénat. Quant à la sécurité, elle sera le secteur prioritaire de son quinquennat. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, je gouvernerai la République sur la base de 3 mots simples. L'égalité. Je construirai un État où régnera désormais l'équilibre, l'égalité des citoyens. Je vais également construire la République démocratique du Congo, l'État congolais, sur le mot liberté. Nous allons ériger un État de justice. Après avoir obtenu un diplôme en droit à l'université protestante au Congo, où il est chef de travaux, Constant Mutamba est détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège en Belgique. Il est en dernière année de thèse à l'Université internationale de l'Atlantique aux États-Unis. Le gouvernement sud-africain va à nouveau apporter son soutien à l'entreprise nationale de logistique Transnet qui lutte contre un énorme retard dans les ports. Des dizaines de milliers de conteneurs sont bloqués en mer au large du port de Durban, notamment en raison de panne d'équipement. Par conséquent, de nombreux navires se dirigent désormais vers d'autres pays, un manque à gagner considérable pour l'économie sud-africaine. Le Trésor national a annoncé ce vendredi 1er décembre le décaissement de 2,3 milliards d'euros pour aider Transnet à faire face à ses obligations de dette imminentes. À la tribune de la COP28 qui se déroule actuellement à Dubaï, les chefs d'État africains ont appelé à des résultats. Si l'Afrique contribue de façon marginale aux émissions de gaz à effet de serre, elle est malheureusement la plus touchée par les effets du changement climatique. Le président kényan William Ruto a notamment plaidé pour le triplement de la part des énergies renouvelables pour sortir du charbon. Il a aussi rappelé la promesse de son pays de passer entièrement aux énergies renouvelables d'ici 2050.
En effet, malgré la vulnérabilité de l'Afrique au changement climatique, le continent ne reçoit que 3% du financement climatique mondial. Afin de résoudre cette problématique, la BAD, via l'initiative de la Banque verte africaine, a initié la création de 4 banques vertes. Les pays désignés pour les accueillir sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Égypte. Selon des estimations, d'ici 2030, l'initiative de la Banque verte africaine va créer un écosystème de facilité d'investissement d'1,5 milliard de dollars à travers le continent. Mildred Yamou et Sarah Yemele. Un an après son lancement lors de la COP27, l'initiative de la Banque verte africaine à travers la Banque africaine de développement a annoncé le 30 novembre 2023 la création de 4 banques vertes en Afrique pour aider le continent à surmonter les défis de mobilisation du financement climatique. En mettant en place des facilités d'investissement vert dans des institutions financières au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Égypte. L'initiative vise à doter les banques locales de capacités techniques nécessaires pour attirer le financement climatique des investisseurs internationaux et nationaux. Bien qu'elle soit l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, l'Afrique ne reçoit que 3% du financement climatique mondial. Le fait que les gouvernements africains et les institutions financières fassent des banques vertes une priorité montre que l'Afrique prend en main ses besoins de financement climatique. D'ici 2030, le financement estimé nécessaire pour que les pays africains respectent leurs contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris s'élèvera à environ 2,8 milliards de dollars. Nous ne pouvons plus attendre pour résoudre le manque de financement climatique en Afrique. Les pays développés ont promis en 2009 à Copenhague 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Mais ces fonds n'ont toujours pas été reçus. Les facilités d'investissement vert surmontent les obstacles traditionnels à l'investissement, rendant les projets climatiques potentiels plus attrayants et moins risqués pour les investisseurs et les fonds climatiques. À chaque COP, on analyse toujours la même situation. Et on fait les mêmes annonces. À Copenhague, il avait été annoncé 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres et on n'a pas vu cela venir. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et il va falloir aller vers des actions concrètes. D'ici 2030, l'initiative de la Banque verte africaine vise à soutenir la création d'un écosystème de facilité d'investissement vert d'une valeur de 1,5 milliard de dollars à travers le continent. L'objectif est de permettre à chaque banque verte de lever des fonds qui pourront être investis dans des projets climatiques transformateurs et placer l'Afrique dans une meilleure position pour lutter contre le changement climatique. La préservation de l'environnement, un enjeu crucial pour les pays africains. C'est le cas du Burkina Faso qui lutte contre la déforestation. Malgré les multiples campagnes de reforestation, la situation demeure inquiétante. Selon le ministère de l'Environnement, le Burkina Faso a perdu près de la moitié de ses forêts entre 1992 et 2014. La déforestation et la désertification menacent tout particulièrement le nord du pays. Le point sur la situation dans ce sujet de Philomentine. La déforestation galopante, résultat d'une combinaison de facteurs tels que l'expansion agricole, l'exploitation forestière non durable et les pressions démographiques croissantes, soulèvent des préoccupations majeures quant à l'avenir de la biodiversité et du climat. Entre 1992 et 2014, la superficie forestière du Burkina Faso a diminué de manière spectaculaire. Le pays a ainsi perdu près de 47,5% de ses forêts, soit près de la moitié de celle-ci en 22 ans selon le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Évidemment, un tel niveau de déforestation ne peut être que déplorable. Il est désormais connu du grand public que les forêts constituent de grands réservoirs de gaz à effet de serre. Il y a donc urgence pour chaque État de cerner les enjeux de l'environnement et trouver des solutions pour lutter efficacement contre le changement climatique.
En dépit de la perte enregistrée dans le secteur forestier, un tiers des paysages sont dégradés au Burkina Faso, notons auprès du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il n'est donc plus possible d'utiliser plus de 9 millions d'hectares de terre consacrés autrement à l'agriculture au Burkina Faso. Les pouvoirs publics ne devraient pas se pencher uniquement sur l'élaboration des lois et réglementations. Ils devraient surtout mener des démarches de concertation avec les communautés locales afin de trouver les mesures compensatoires, les mesures de remplacement qui ont pour objectif final d'atténuer l'utilisation excessive de la ressource forestière. Sans oublier, bien évidemment, la mise en place de programmes de reboisement. Selon les projections, la dégradation des forêts au Burkina Faso va se poursuivre au rythme de 360 000 hectares par an. Pour la sauvegarde de sa biodiversité, le pays a adhéré depuis 2013 au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation, prenant en compte le rôle de la gestion durable des forêts, de la conservation et du renforcement des stocks de carbone forestiers. Au Tchad, les affrontements intercommunautaires ont causé la mort d'au moins 47 personnes depuis 2020. Des conflits entre les éleveurs et agriculteurs sur l'ensemble du pays engendrés par la rareté des ressources naturelles, notamment le pâturage et les espaces agricoles ainsi que leur mauvaise gestion. Aucune région du pays n'est épargnée par le phénomène et la situation inquiète les autorités parce qu'elle fait l'objet de récupération politique. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Fanny Monichi. Au Tchad, ces 2 dernières années, la recrudescence des conflits intercommunautaires, notamment entre les éleveurs et les agriculteurs, inquiète les autorités. Entre 2020 et 2023, au moins 18 conflits intercommunautaires ont été recensés à travers le pays, occasionnant environ 47 morts et des centaines de blessés. Une situation qui persiste malgré les mesures gouvernementales pour pacifier les communautés et contrôler les armes en circulation dans les milieux civils. Les besoins deviennent importants avec la pression humaine, la pression animale nouvelle et également le manque de réorganisation, n'est-ce pas, adaptée aux uns et aux autres devant cette situation-là. Vous savez, le paysan, il attend qu'on lui règle ce problème-là, hein, par l'autorité qui doit organiser les choses, par l'autorité qui doit arbitrer, par l'autorité qui doit le guider, n'est-ce pas, à cela. Les acteurs impliqués dans la résolution des conflits intercommunautaires appellent les autorités de la transition à renforcer les collectivités autonomes pour prévenir les affrontements meurtriers. Une disposition saluée par la classe politique et les organisations de la société civile. Le dialogue a accouché des recommandations et des résolutions, n'est-ce pas, qui sont à la base de la nouvelle constitution qui est en cours d'être soumise au référendum prochain qui va avoir lieu et qui serait la base d'une nouvelle direction de notre État que nous voulons un État de la refondation. Et dans cet État de refondation, nous osons croire que les nouvelles institutions mises en place avec leur rôle, les attributions, et je dirais que des institutions nouvelles importantes. Pour rappel, la transhumance sur le territoire tchadien des bétails des éleveurs venus des pays voisins comme le Soudan, le Niger, le Cameroun et la Centrafrique occasionne souvent des conflits entre les agriculteurs. Nouvelle étape franchie pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Les fédérations des 3 pays hôtes, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, ont signé officiellement l'accord de candidature. D'autant qu'il s'agira de la première édition transcontinentale de la Coupe du Monde. Les précisions avec José Douglas. Cette signature de l'accord de candidature des 3 fédérations représente un engagement pour le respect des règles dans le cadre régissant le processus de candidature. Un document qui fixe également les aspects techniques. Les 3 fédérations, marocaines, portugaises, espagnoles, vont collaborer plus étroitement pour l'élaboration d'un dossier qui permettra à cette Coupe du Monde 2030 de dépasser toutes les attentes. Grâce à sa vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le football au Maroc se développe comme jamais auparavant, depuis la base jusqu'à nos équipes nationales.
unir nos forces à celles du Portugal et de l'Espagne pour créer une Coupe du Monde de la FIFA qui sera révolutionnaire et qui marquera à jamais l'histoire du football mondial. Pedro Rocha, le président de la Fédération royale de football espagnole, a aussi déclaré, je cite, qu'ils sont très reconnaissants de la confiance que la FIFA a témoignée quant à notre vision jusqu'à présent. Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise de football, évoque le parcours de cette candidature. La signature de l'accord de candidature de la FIFA aujourd'hui représente un moment historique pour nos fédérations et pour le football de nos trois pays. Aujourd'hui, nous célébrons tous ceux qui ont rendu ce moment possible. Les trois fédérations ont exprimé leur intention de livrer un tournoi qui renforce l'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, développe le football et permet d'avoir un impact significatif dans le monde entier. Toujours dans l'actualité sportive, retour sur la deuxième journée du championnat du monde de handball féminin qui se déroule actuellement au Danemark, en Suède et en Norvège. L'équipe sénégalaise faisait son entrée dans la compétition ce vendredi 1er décembre face à la Croatie. Un match extrêmement serré qui s'est finalement soldé par un score nul 22-22. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.